Alors, merci, monsieur le directeur général. Je vais appeler effectivement pour me rejoindre madame la maire de Saint-Quentin, madame Macarez, monsieur Stéphane Keita, le PDG de la SET, et monsieur Tafani, le directeur général de Burger King. Voilà, on va s'installer. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la Banque des Territoires pour cette table ronde sur un sujet donc, que je ne vais pas réintroduire après les propos du directeur général, mais vous aurez compris, puisque ça a été évoqué à plusieurs reprises depuis le début de cette matinée, depuis le début de cette journée, pardon, depuis donc, ce matin, que le programme Action Cœur de Ville est un programme prioritaire pour la Banque des Territoires, sur lequel elle investit des moyens importants. C'est 1,7 milliard sur la période du programme. Donc la Banque des Territoires a décidé de mettre sur la table, aux côtés des autres partenaires, bien sûr, que sont l'État, Action Logement et l'ANA. Et donc nous allons, avec les participants à cette table ronde, rentrer un petit peu dans la vie maintenant de ce programme, un peu plus d'un an. Juste un peu plus d'un an après son lancement, puisque c'est au mois d'avril, au début du mois d'avril, que les 222 territoires ont été choisis. Donc on est en même temps sur un temps qui reste celui du début de ce programme. On aura l'occasion d'en parler. Voilà, donc première série de questions pour rentrer tout de suite dans le sujet. Ce programme a donc un petit peu moins d'un an. Qu'est-ce qu'il provoque vraiment pour chacun d'entre vous? Quel est le regard que vous portez sur ce programme, sur sa mise en œuvre, même si elle est encore une fois assez récente? Voilà, dites en quelques minutes vraiment tout ce que vous avez envie de dire très franchement sur ce programme. Et je commence par passer la parole à madame la maire de Saint-Quentin, mais qui représente aussi aujourd'hui l'association Ville de France, dont elle est administratrice. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis maire de Saint-Quentin dans les Hauts-de-France. C'est une ville de 57 000 habitants dans une agglomération de 90 000 habitants. Et ce programme, je dirais, comme mes collègues maires, puisque effectivement je fais partie de l'association Ville de France, je suis administrateur et c'est une association qui a beaucoup milité pour avoir un programme particulier, eh bien c'est un peu le programme dont on rêvait. Parce que dans nos villes et sur nos territoires de villes plus petites que les grandes métropoles, on a de l'énergie, on a des idées, mais il nous manquait réellement des avantages concurrentiels et également des moyens financiers pour aller au bout de nos idées. Alors quand on a vu cet appel à projet, je crois qu'on a été très nombreux à répondre rapidement et à vouloir relever le défi. Et moi je dirais, un an après, eh bien, il s'est passé beaucoup de choses. Et je suis très heureuse de la tournure des événements pour ma ville en particulier, puisque c'est là que je connais mieux le sujet. Je faisais le point hier sur les effets leviers permis, même si tout n'est pas fait, et en quelques chiffres sur les questions de logement, d'investissement et d'attractivité. Eh bien, tout simplement, j'ai mes permis de construire en nombre de logements qui sont multipliés par 6 depuis le début de l'année par rapport à l'année dernière. Il y a un mouvement très important. Les ventes également se multiplient. Et puis j'ai des rendez-vous investisseurs quasiment toutes les semaines parce qu'il y a une pertinence et un regard qui est différent aujourd'hui. On a été beaucoup de villes considérées comme des villes rentables. Pour ma ville, on est considéré sur un site comme la ville la plus rentable de France en rendement brut. Donc d'ailleurs, ceux qui ont de quoi investir peuvent tout à fait s'intéresser au logement à Saint-Quentin. Donc ça, c'est très important pour nous, la confiance des investisseurs. Et puis l'autre point aussi, c'est qu'on a souvent dit, les maires des villes moyennes, il y a des dispositifs de défiscalisation, mais qu'en zone tendue, dans les grandes métropoles. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un dispositif sur un territoire et pas sur un autre? C'est que sur le territoire où il n'y en a pas, il n'y a pas d'investissement possible parce que le banquier n'ouvre même pas les dossiers. Et donc l'obtention du dispositif de Normandie en début d'année qui a été très très fortement attendu, je pense que j'ai dû demander à mon cabinet toutes les semaines de rappeler l'État pour savoir si ça sortait, a été aussi un appel très fort et je suis sûre que ça va continuer sur cette lancée dans les mois qui viennent. Alors c'est un aspect du sujet, il y a plein d'autres aspects sur l'attractivité touristique, sur le commerce, mais c'est déjà en tout cas un résultat très fiable et très intéressant.
Merci. On reviendra bien sûr sur tout un certain nombre d'aspects que vous avez évoqués. Donc je vais m'adresser maintenant à Stéphane Keita. L'ACET travaille depuis avant le programme Action Cœur de Ville sur ce sujet. Et donc là aussi, même question, quel regard porter sur ce programme, sur sa mise en œuvre, sur ce qu'il déclenche. Puis on rentrera après un peu plus dans le détail, notamment sur les moyens d'expertise, d'ingénierie qui y sont mobilisés. Alors, évidemment, on ne peut que s'en féliciter. Et je dirais enfin. Enfin, parce que les transformations, les évolutions qui sont à l'œuvre et qui aboutissent à ce programme Action Cœur de Ville existent depuis des décennies. Depuis des décennies, on a vu le développement industriel, l'exode rural, l'urbanisation massive. On a vu les campagnes se vider. On a vu la trame des infrastructures routières et ferroviaires quadriller le pays en laissant d'immenses trous dans la peau de léopard, la disparition des villes-foires, une espèce de déréliction, l'isolement social, le fait que des territoires entiers se sentaient abandonnés. Il y a eu des alertes. La fracture sociale de Jacques Chirac, c'était une alerte. La France d'en haut et la France d'en bas de Raffarin, c'était une alerte. Il y a tout le temps eu des alertes. Mais on n'a pas fait grand-chose. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est qu'on est face à une accumulation de programmes. On n'est pas simplement face au programme Cœur de Ville. On est face à toute une accumulation de programmes. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les cartes pour voir que Cœur de Ville se superpose parfois avec territoire d'industrie, se superpose parfois avec les TIGA, se superpose parfois avec territoire rural, se superpose avec des programmes qui sont parfois des programmes décentralisés des collectivités, etc., etc. Donc, moi, le regard que je porte en tant que patron d'une entreprise de conseil, c'est comment on accompagne ces territoires pour maîtriser la complexité de ce recouturage, puisqu'on voit bien que ce recouturage est tellement complexe qu'on empile par couche les programmes. Et pour prendre une image, je ne voudrais pas qu'on se retrouve un peu comme à la fin du dernier empereur, quand il sort du camp et qu'il se gave de croissants, comme si c'était des programmes, et qu'en buvant un verre d'eau, il meurt étouffé parce que les croissants ont gonflé. Donc ce que je voudrais surtout, c'est que l'on puisse tous ensemble bien prendre la mesure de la complexité de ces situations, les accompagner, que toutes les administrations, que ce soit les administrations municipales, des EPCI, etc., les conseils, les ministères, vraiment travaillent ensemble dans ce sens. Merci. Alors la parole à Monsieur Tafani. Alors je le dis très simplement, on en a discuté ensemble. Voilà, votre présence là, dans notre table ronde, voilà, je ne vais pas dire fait qu'il y a des questions qui se posent, mais voilà, Burger King, c'est pas tout de suite l'enseigne à laquelle on pense quand on parle de redynamisation de cœur de ville. Donc, votre regard nous intéresse beaucoup sur la perception que vous avez d'un programme donc, qui s'adresse à un certain type de villes, les villes moyennes, en l'occurrence, et la place que vous pourrez y jouer, que vous y jouez, mais que vous pourrez aussi y jouer dans ces dynamiques de redynamisation, sujet sur lequel on reviendra bien évidemment. Mais d'abord, votre regard, vous, est-ce que ce programme, pour vous, a changé quelque chose? Alors, ce programme, j'en vois que les effets, puisque en tant qu'acteur privé, je n'en suis pas un bénéficiaire, mais et je crois que le premier effet, c'est ma présence ici aujourd'hui, vous l'avez évoqué. Et ça peut paraître bizarre, puisqu'on va dire Burger King, McDo, vous ouvrez à l'extérieur des villes. Mais on ouvre à l'extérieur des villes quand on nous a demandé d'ouvrir à l'extérieur des villes. Quand on fait du commerce, comme de la restauration, ce qu'on veut, c'est avoir des clients. Et on va aller là où sont les clients. S'il n'y a aucun client en centre-ville, parce qu'il n'y a pas de flux, il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de logement, eh bien on ne va pas y aller. Si on voit, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on remet au centre-ville de l'activité, on remet de l'emploi, on remet des transports, on donne des accès, on donne des possibilités pour faire des terrasses, à ce moment-là, oui, nous on veut aller dans ces villes. On sait que la restauration, surtout la restauration, je dirais, rapide, c'est de la proximité. Et donc, on veut être près des gens. Et nous, on peut s'engager en plus à apporter une présence complète. C'est-à-dire qu'un restaurant en centre-ville, en restauration rapide, c'est de la lumière allumée de 7h du matin à 23h, 7 jours sur 7, 364 jours par an. Merci. Je reviens vers vous, Madame la maire. On a parlé donc avec Stéphane notamment de l'expertise, de l'ingénierie qui était associée aussi donc, à ce programme et compte tenu aussi de la complexité des sujets qui sont à traiter. Et donc
moi, je voudrais vraiment vous poser très simplement la question. Est-ce que avant, après Cœur de Ville, pour vous, ce programme a changé quelque chose dans l'accès justement à une expertise éventuellement plus rapide, plus fournie, plus experte. Enfin, voilà. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça vous a permis d'avoir accès à des ressources auxquelles vous n'aviez pas ou difficilement accès auparavant? En toute franchise, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Oui, alors on est un très bon exemple et je remercie la Banque des Territoires et la Caisse des dépôts et son directeur général. Depuis 1 an, on a un accompagnement en ingénierie de 131 000 euros. Donc on a lancé des réflexions très importantes pour l'attractivité et le cœur de ville sur des restructurations de bâtiments qui sont délaissés ou qui ont besoin d'une réflexion. Je pense qu'on l'aurait fait, mais on l'aurait fait plus tard et on aurait mis plus de temps pour le faire également. Donc l'aspect financier et l'accompagnement est extrêmement important. L'autre point qui est aussi intéressant pour nous, c'est de pouvoir avoir accès à des partenaires de la Banque des Territoires pour mieux réfléchir avant de lancer parfois les appels d'offres et les grandes études et être certain de s'associer les bonnes collaborations sur des sujets complexes. J'ai par exemple un bâtiment en cœur de ville qui est un très beau bâtiment art déco dans lequel j'ai un monoprix en dessous et je souhaite qu'il puisse rester, mais les hauteurs sont désaffectées. Nous avons 2 niveaux avec des très belles galeries et on a besoin de réfléchir au devenir de ce bâtiment, à la fois sur la propriété, à la fois sur le montage juridique et à la fois sur la réalité économique de ce que l'on peut en faire en termes patrimonial, culturel et économique. Donc avec l'aide Banque des Territoires et de la Caisse des dépôts, ça va être possible puisqu'on a une étude qui est en cours de lancement. Alors, gain de temps, vous avez dit, c'est quand même un élément important par rapport au défi que contient ce programme où effectivement il y a un temps limité, c'est pour 5 ans, un peu plus de 5 ans, donc il y a du temps effectivement à gagner. Olivier Sichel, ce matin, dans l'introduction de cette journée, parlait aussi de la simplification, donc une question tout aussi franche. Est-ce qu'il vous paraît plus simple aujourd'hui d'avoir accès à la Banque des Territoires, à la Caisse des dépôts, avec ce programme en particulier? Donc ça vient chercher la question de la relation et de la proximité, qui est un sujet consubstantiel au projet de la Banque des Territoires et à ses valeurs. On avait déjà un bon partenariat, Caisse des dépôts, Banque des Territoires, depuis très longtemps, ou BPI. Donc pas de difficulté particulière d'accès de contact. Par contre, nous avons toujours des difficultés, mais comme tous les maires, sur d'autres partenariats ou d'autres complexités administratives. 2 gros points noirs pour l'avancement des projets Action Cœur de Ville. On est généralement sur des projets de centre-ville. Et quand on a des restructurations, on a souvent la question des fouilles archéologiques. Et là, sur les fouilles archéologiques, vous connaissez le sujet, ça coûte très cher. Parfois, ça empêche de faire des opérations. Moi, j'ai dû réorienter une opération parce qu'on avait trouvé des ossements, 2 millions d'euros pour faire un parking souterrain. Vous ne faites pas le parking souterrain. Vous êtes obligé de réfléchir à nouveau. Et l'autre problème avec les fouilles archéologiques, c'est qu'on met en place des réglementations en France et on n'est pas capable d'avoir les services associés pour répondre à ces réglementations. Et aujourd'hui, très clairement, il n'y a pas assez d'archéologues en France. Donc on les attend. Quand on lance une mission, quand on a un appel d'offres, on les attend. On les attend pour venir sur place, on les attend aussi pour avoir les rapports, et c'est dramatique parce que ça peut être 1 an, 2 ans qui sont perdus. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet qui reste un frein très important pour nous, c'est la charge foncière sur des terrains à réinvestir qui ont des complexités. Je suis dans une ville des Hauts-de-France, ville industrielle, et j'ai beaucoup de terrains à réinvestir en cœur de ville et qui sont des terrains qui étaient des usines, avec leur lot d'amiante, avec leur lot de pollution. Et quand je commence un projet, il faut que la collectivité mette beaucoup d'argent. C'est un rapport de 1 à 4. La collectivité met 4 et à la revente, ce sera 1. Ça veut Donc dire de la charge foncière. On est en plein dans le sujet de l'expertise, de l'ingénierie, donc tout ce qu'a dit Madame la maire de Saint-Quentin, Stéphane. L'ACET engage des moyens importants pour être dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. Comment ce programme a aussi peut-être fait évoluer ou amené aussi à envisager des expertises spécifiques sur ces questions de redynamisation? Alors, classiquement, l'approche d'une situation cœur de ville, c'est
habitat, RHI, commercialité, développement économique, patrimoine culturel, mobilité, stationnement, parking, etc., etc. Moi, je voudrais insister, puisqu'on m'a aussi un peu conseillé de ne jamais sortir de mon rôle de poil à gratter, sur ce qui constitue des enjeux, certes, mais surtout des points d'attention. Le premier point d'attention auquel on a été confronté, c'est que le millefeuille politico-administratif français, avec des EPCI, des communes, des alliances, des intercommunalités, des situations politiques différentes n'est pas totalement propice au travail en mode projet. Et donc, ça complique un peu les choses parce qu'un cœur de ville, c'est un projet de société aussi. Ce n'est pas qu'un projet technique de circulation, de système viaire et de sens interdit. Et donc, ça conduit l'ACET à se muer et à se muter de plus en plus en recherche de consensus, ou si on ne trouve pas le consensus, essayer de bien identifier quelles sont les originalités de chacun des projets. Il y a des villes, que je ne nommerai pas parce que ce n'est pas mon rôle, mais il y a des villes où effectivement on sent ces tensions qui d'ailleurs vont parfois souvent croissant à l'approche des élections. La deuxième chose, le deuxième point d'attention, c'est la mobilisation des acteurs privés. Ça, on a remarqué que les acteurs privés ne sont pas nécessairement prêts à prendre le premier risque. Et donc, il faut mettre en œuvre beaucoup de pédagogie et beaucoup d'outils pour mesurer l'appétence au risque des projets, de façon à pouvoir les rassurer, les amener petit à petit. Le deuxième point que ça souligne, et pardonnez ce cocorico BDT, mais c'est le fait qu'il y a dans ces cas-là, il est très appréciable de pouvoir disposer, avec la Banque des Territoires, de tout un panel de moyens de financement et d'opérations, je pense notamment à CDC Habitat, qui là, pour le coup, peuvent avancer en ayant les reins suffisamment solides pour prendre ce premier risque. Le troisième point, qui est peut-être le plus compliqué à gérer, c'est l'impatience des populations. C'est le fait qu'aujourd'hui, le citoyen, il ne veut plus de plan d'action, il veut des actions. Et donc, ça conduit à accompagner les élus dans la gestion de projets en sachant qu'il va falloir aussi répondre à l'urgence. Et donc, la gestion de cette tension entre les réponses urgentes et le temps long nécessaire à la mise en œuvre des projets, parce que, pardonnez-moi, mais les projets Action Cœur de Ville, on en prend quand même pour 10 ans. Hein. C'est pas, quand je dis 10 ans, je peux être gentil. D'ailleurs, on a vu avec l'ANRU que c'était quand même pas si facile que ça à mettre en œuvre. Et donc, la gestion de cette tension entre le court terme et le long terme, l'exigence de la population et le long terme, nous oblige en termes... c'est pas de l'ingénierie, c'est du conseil, hein, c'est de l'accompagnement, nous oblige à essayer d'identifier, repérer le plus rapidement possible des actions qui sont matures, des actions qui peuvent être mises en place de façon plus urgente, enfin de façon plus facile, si je puis dire, de telle sorte, qu'on puisse à la fois satisfaire une demande immédiate et à la fois continuer d'accompagner le projet sur le long terme. Et le quatrième point, très rapidement, c'est un peu celui que j'ai évoqué tout à l'heure. Nous sommes parfois dans notre pays comme dans la situation de joueurs aux jeux vidéo qui jouent en ligne et qui ne se rencontrent jamais. Et il arrive souvent que, y compris dans des programmes publics d'État, il y ait plusieurs joueurs, des joueurs à l'ANRU, des joueurs au territoire d'industrie, des joueurs au cœur de ville, etc., qui ne se voient jamais, qui sont derrière leur joystick chacun, et qui ne se parlent pas, ce qui ne facilite pas souvent pour les collectivités la possibilité de prioriser, dézoomer, prendre du recul. Et donc, en technique d'accompagnement, on se rend compte qu'on est de plus en plus amené à jouer ce rôle de mise en commun, fédérateur, mise en dynamique commune, et à créer des espèces de comités des millefeuilles pour que tout le monde se rencontre et puisse faire avancer les projets. Merci. Donc sur ces questions d'ingénierie et de mobilisation de moyens d'expertise pour le programme Action Cœur de Ville, je rappelle que la Banque des Territoires a décidé d'y consacrer 50 millions pour l'ingénierie territoriale. On parlera après des questions d'innovation parce qu'elles sont très très importantes. Et donc aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, il y a à peu près 14 millions
de ces 50 qui ont été donc engagés. Ça ne veut pas dire que les missions sont toutes actives sur le terrain, mais en tout cas engagées par nous dans nos instances. Alors, une petite question maintenant à M. Tafani. Vous êtes un acteur économique à part entière. Des communes rêvent d'avoir évidemment des enseignes qui s'installent dans leur cœur de ville, la vôtre ou d'autres. Comment s'organise, de votre point de vue, le contact avec le territoire? Qu'est-ce que vous attendez qu'un territoire vous dise de son projet, de son plan d'action, pour vous convaincre de regarder ce territoire avec attention, et comment se poursuit ensuite le chemin vers la concrétisation, c'est-à-dire votre décision à un moment donné de dire effectivement j'investis. Donc il peut y avoir la séduction, mais c'est à ses limites. Il faut qu'à un moment donné il y ait la conviction, et donc comment elle se forge et comment ce programme peut aider, en tout cas quels sont les conseils peut-être que vous pourriez aussi donner dans les attentes que vous avez vis-à-vis d'un territoire lorsqu'il souhaite s'adresser à vous pour une implantation future. Il y a beaucoup de choses, et certaines ont déjà été exposées ici. Déjà, il faut qu'on ait un point d'entrée unique et organisé. Tout le monde parle des millefeuilles. Quand par hasard, vous avez la chance d'avoir une parcelle ou un lieu qui est, par exemple, à cheval sur 2 communes qui ne sont pas dans une communauté de communes, là, déjà, vous êtes parti sur un process de 5 ans. C'est pour ça qu'il faut mieux aller dans les centres-villes. Voilà. Ce cas de figure n'existe pas, là. J'en ai en cours, justement. Dans un centre-ville? Pas dans un centre-ville. Si, quasiment, c'est le parking sur la commune d'à côté. Mais, bref, mais bon, peu importe, je n'ai pas réglé mon problème ici, mais en tout cas, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent quand on a un projet. Et donc, ce qui est bien, c'est d'avoir un point de contact qui nous prenne en charge, puisque nous, en tant que privé, on est souvent très très mal à l'aise, très maladroit ou très mal informé pour savoir comment naviguer dans tous ces organismes. Et en plus, ça a aussi été évoqué, le temps dans le privé n'est pas tout à fait le temps de l'administration. On est aussi très impatient, on veut aller très très vite. Après, ce qui est important, c'est qu'on ait envie de créer cette vie dans le centre-ville. Et créer une vie dans le centre-ville, ça veut dire qu'ensemble, on partage qu'est-ce que c'est qu'un centre-ville qui vit. Je l'ai dit tout à l'heure, un centre-ville qui vit, ce n'est pas un centre-ville qui est fermé le soir à 20h. Ce n'est pas un centre-ville où on interdit aux entreprises d'exercer. Il faut qu'il y ait des emplois, il faut qu'il y ait de l'habitat, et de l'habitat pour non seulement des gens très riches, mais des gens qui vont venir travailler chez nous. Donc il faut qu'il y ait des loyers accessibles aussi pour tout le monde. Il faut qu'il y ait un équipement qui permet de faire notre activité en s'intégrant aux contraintes environnementales qui sont importantes, mais il faut encore une fois que l'équipement soit là. Quand on parle des poubelles, il faut qu'on trie les poubelles. À partir du moment où vous triez vos poubelles, vous avez 4, 5, 6 bacs à stocker. Le ramassage n'est pas forcément quotidien. Comment est-ce qu'on s'organise, tout bêtement, pour stocker les bacs de tri? C'est des questions toutes bêtes, mais qui souvent ne sont pas résolues ou on n'a pas de réponse. La livraison, à quelle heure est-ce que vous pouvez livrer? En général, les gens qui habitent au-dessus disent « je ne veux pas de livraison avant 8h ou 9h du matin ». Et vous avez la commune qui dit « je ne veux plus un camion après 8h dans ma commune ». Comment est-ce qu'on trouve un compromis pour arriver à que la livraison puisse se faire de manière harmonieuse, en respectant bien entendu le sommeil des habitants, puisque c'est des choses importantes. Donc c'est plein de sujets qui sont autour de un centre-ville, oui, on va y aller, si ça vit. Et si ça vit, ça veut dire que ça vit. Merci. Il nous reste 10 minutes. Je voudrais vraiment qu'on passe à la question des innovations, parce que c'est vraiment, on va dire, une coloration que la Banque des Territoires a apportée dans le programme Action Cœur de Ville. Ce n'est pas simplement des projets d'aménagement, des projets habitat, des projets... Enfin, tout cela sont nécessaires, bien évidemment, mais en même temps, comment on permet à ces territoires d'être aussi en capacité de développer tout un certain nombre d'innovations parce que leurs sujets sont spécifiques et qu'on ne peut pas transférer simplement ce qui est innové dans les grandes villes ou les métropoles dans ces villes. Donc il y a des sujets particuliers sur la mobilité, sur le rapport à la nature, sur la question de la participation des habitants, sur les questions technologiques. Donc c'est la raison pour laquelle il y a donc aussi des moyens assez importants qui sont mis sur ces questions d'innovation. Donc là, vous avez, vraiment mis ce sujet au cœur de votre projet de redynamisation, notamment avec une plateforme numérique, tout un développement autour d'apports de Smart City pour aller vite, mais peut-être pas seulement. Voilà, est-ce que vous avez senti, là aussi, que ce programme contenait cet appel à se dépasser un peu, pas simplement à répliquer les solutions qui ont été mises en œuvre les années précédentes ou depuis des décennies, mais la nécessité aussi d'emmener ces territoires vers les solutions de demain? Alors, c'est des sujets sur lesquels on travaille depuis longtemps et qu'il faut bien savoir prendre.
pendant un certain nombre d'années, moi j'ai beaucoup participé à des conférences à l'étranger ou en France, et je me rendais compte qu'on mettait parfois derrière les terminologies Smart City beaucoup d'outils, mais qu'on ne réfléchissait pas beaucoup à l'intérêt des outils et à pourquoi on faisait les choses. Donc à un moment donné, sur Saint-Quentin, on s'est repositionné en se disant mais qu'est-ce qu'on veut, de quoi on a besoin. Et un des enjeux qui est pour nous extrêmement important, c'est de pouvoir accompagner les acteurs économiques notamment, dans les grandes transformations que le monde vit aujourd'hui. Alors, je dirais les acteurs industriels, généralement, ils sont suffisamment structurés pour pouvoir le faire, mais on a beaucoup d'entités, et je pense notamment au commerce, qui, eux, ne sont pas forcément en contact, ne savent pas comment prendre le sujet, se sentent un petit peu dépassés, et on a voulu travailler sur ce sujet. Alors, on a des partenariats, on essaie d'inventer des plateformes peu coûteuses, puisque là aussi, sur les villes moyennes, il y a peut-être moins de moyens, et les petits acteurs économiques aussi. Donc, on a fait une sorte d'association avec un opérateur, avec une association d'entrepreneurs, et des usagers pour essayer d'inventer un certain nombre de choses. Et vous voyez, ce mois-ci, on va ouvrir un laboratoire du commerce en centre-ville où on présentera des innovations de façon récurrente qui pourraient être utilisées par nos commerçants. L'idée, c'est de jouer l'acculturation, de mettre en condition, de pouvoir former aussi pour être un petit peu plus à l'aise et avoir des chances aussi, non pas peut-être de concurrencer des grandes plateformes, mais en tout cas d'avoir une sorte de pérennité, de continuer à avancer avec son temps. Et de l'autre côté, on a aussi tout à fait pris conscience de l'importance de l'accompagnement de nos populations à l'inclusion numérique, parce que l'année dernière a été une année extrêmement difficile pour les populations, puisqu'on a basculé sur beaucoup de dématérialisation de démarches administratives d'État qui sont devenues obligatoires. Et ces démarches obligatoires ont vraiment mis en difficulté un certain nombre de publics. Alors on dit souvent les publics âgés, les publics empêchés, mais aussi des personnes qui ne se sentent pas à l'aise avec les outils. Et donc nous avons ouvert le mois dernier 9 points d'inclusion numérique dans les quartiers. Nous serons à 12 à la fin de l'année. Et nous avons 1500 personnes qui l'ont fréquenté sur le mois, à la fois en atelier ou simplement en venant comme ça, avec du personnel formé, un peu sympa aussi, parce que je crois que ce que viennent chercher nos concitoyens, c'est aussi du contact humain et pas seulement d'être derrière un écran. Et je crois aussi beaucoup à l'accompagnement, au changement et à l'outil technologique. Merci. Stéphane, les innovations. Comme ma réponse portait essentiellement sur le fait de faire confiance à l'intelligence des territoires et que Madame le maire vient de nous en donner une magnifique démonstration, je passe mon tour. Les innovations pour le commerçant, parce qu'on sent que, évidemment, le monde du commerce est dans une révolution fulgurante. Les modèles sont profondément bousculés, tous les modèles d'ailleurs, et pas simplement le modèle du commerce organisé. Comment vous voyez-vous cette question de l'innovation on a parlé tout à l'heure, on était dans un bâton rompu sur les nouveaux formats aussi, c'est comment les commerces de demain associent d'autres fonctions que juste, pour vous par exemple, mettre un produit dans une assiette, même si le produit est très bon et l'assiette très belle. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus qui est attendu aujourd'hui? Donc ces hybridations, ces nouveaux formats, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Même en restauration, c'est déjà le cas du commerce, mais de détail, mais même en restauration, il faut évoluer. Soit on se dit, je fais un distributeur automatique, je ne mets plus personne, ça je le mets n'importe où. Soit on dit, je donne une expérience au consommateur. Et une expérience, ça dépasse simplement la qualité du produit qu'on donne. C'est une expérience dans la salle, dans le service. Alors ça peut être mettre de la presse à disposition, ça peut mettre à disposition du Wi-Fi gratuit toute la journée, ça peut être organiser des espaces de coworking. En France, qui est très sain, en restauration, même rapide, on fait 70% de notre chiffre d'affaires entre 12, 14, 19, 21 heures. Tout le reste du temps, on est ouvert et on a plein de places de libre. Et là, on peut accueillir sur des services associés, notamment dans des villes moyennes, toutes sortes de services et offrir des solutions qui permettent de créer un vrai point de vie dans le centre. L'autre chose sur laquelle ce que vous évoquez m'intéresse beaucoup, et je sais qu'il y a des pas mal d'initiatives, et les villes moyennes peuvent le faire, c'est d'arriver à mutualiser entre les différents acteurs du centre-ville un certain nombre de moyens qui sont inaccessibles ou compliqués à mettre en œuvre pour chacun. Mais je parlais par exemple des endroits où il faut stocker les bennes de tri,
J'évoquais dans une autre réunion des bornes de recharge électrique sur lesquelles on doit brancher les camions quand ils livrent, ce qui évite le bruit du frigo du camion, qui est une des principales nuisances. Tout ça, ce sont des équipements qui aujourd'hui peuvent se mutualiser très facilement grâce au digital. Là, un exemple très concret, Olivier Sichel a signé tout à l'heure avec le président d'Enedis une convention qui, justement, pour les villes, cœur de ville, met en ligne, si j'ose dire, à la fois Enedis et la Banque des Territoires pour apporter des solutions, par exemple sur les questions de branchement pour les véhicules, là, en l'occurrence. Stéphane ? Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est déterminant, c'est quand même vu du point de vue du conseilleur, qui n'est pas le payeur, qui est de ne jamais cesser de réfléchir et d'anticiper sur les évolutions possibles de la trame urbaine et sur l'évolution de la société, parce que tout ça est des usages de la société. On est quand même dans un monde où on nous explique qu'on ne connaît pas 80% de la production qui va apparaître sur le marché d'ici 10 ans, on ne connaît même pas la moitié des métiers. Et il y a une question qu'il faut toujours se poser, c'est est-ce que nous allons dans la bonne direction ? Est-ce que nous ne faisons pas des erreurs ? Parce que c'est le seul moyen d'arriver aussi à corriger dans l'action quelques options que l'on peut prendre. Lorsqu'à la Fédération des EPL est arrivé le sujet Action Cœur de Ville, Jean-Léonce Dupont, qui est un élu normand, a dit « Mais nous, les maires, quand on travaille à 20 ans, 30 ans. » Mais quand on se pose cette question d'Action Cœur de Ville et de repositionner la boucherie, charcuterie, le marchand de journaux et puis la poste, etc. dans les centres-villes aujourd'hui, est-ce que les usages et la consommation des administrés, des habitants, de la population seront la même, ne serait-ce que dans 5 ans, ne serait-ce que dans 10 ans ? Peut-être que tout ça n'aura plus aucun sens. Et donc je pense qu'il faut toujours être en alerte, toujours se poser la question de savoir comment ça évolue. Le traitement de données peut nous en fournir un très bon moyen, mais aujourd'hui, vous l'avez vu, apparaît quand même un phénomène différent qui est ce qu'on appelle la low-tech, et la low-tech qui remet en cause l'intérêt de développer de façon forcenée les nouvelles technologies, parce qu'en fait, in fine, ce sera plus consommateur de ressources que économisateur, si je puis dire, de ressources. Donc tout ça est à mon avis complexe, et vous avez sur toutes les tables qui traîne ici, là, un exemplaire de la Tribune. Vous avez une excellente interview de Michel Serres qui, lui, déclare carrément « Dans la société de demain, le travail sera une activité rare ». Donc si Michel Serres, sur les tables, là, et son âme, Michel Serres déclare que le travail sera une activité rare, est-ce que les sociétés, les centres-villes que nous construisons pour des gens dont nous espérons qu'ils vont avoir du travail correspondent effectivement à quelque chose ? Donc je ne veux pas faire l'agitateur d'idées gratuits, etc., mais je pense aussi que la Banque des Territoires est là pour ça. Et je dirais d'ailleurs, cher ami, BDT. Très bien, très bien. On va vous Alors, je vais laisser le mot de la fin à Madame la maire de Saint-Quentin, autour vraiment en prenant un peu appui sur ce que vient de dire Stéphane Keita, s'organise aujourd'hui quand même beaucoup de débats sur effectivement vers quoi nous allons, les grandes villes, les grandes métropoles. On voit aussi un sondage d'ailleurs que Ville-de-France a financé avec la Banque des Territoires, met en avant que la ville désirée majoritairement par les Français, c'est la ville moyenne. Quand on prend en compte les sujets de qualité de l'air, de biodiversité, de bien-être, etc., est-ce que finalement ces villes ne sont pas en train de trouver une nouvelle attractivité par les aspirations effectivement émergentes telles qu'elles s'expriment aujourd'hui ? Comment vous prenez ça en compte dans votre projet du Saint-Quentin de demain ? Et puis c'est vous qui conclurez puisqu'il est marqué « Time Out ». En tout cas, je le souhaite et j'y crois vraiment très fortement parce que les villes moyennes ont une qualité de vie indéniable et avec les nouvelles technologies, on a tout à portée de main en France et dans le monde également. Donc je pense qu'effectivement, on a de l'avenir si on fait les bons choix. Et je rebondis sur ce que vous disiez. Je crois que l'époque que nous vivons va nous obliger à nous re-questionner très très régulièrement et encore plus vite que précédemment. Et il faudra aussi qu'on puisse agir plus vite et avec des partenariats peut-être différents à inventer aussi. Si on parle des métiers, c'est évidemment la possibilité sur les territoires
d'aller créer de nouvelles formations. Mais là, il ne faudra pas qu'on attende 4 ans, 5 ans, 6 ans pour être dans les schémas de l'université ou des rectorats, mais pratiquement à l'année. Et je dirais en questionnant les entreprises locales et en mettant les leviers d'action tout de suite en adéquation. Donc on n'a pas fini d'y réfléchir en tout cas. Les débuts sont très prometteurs pour Action Cœur de Ville. En tout cas, moi, je suis une maire heureuse d'être dans ce partenariat parce que je crois que ça va nous aider à nous développer et surtout à aider nos populations au quotidien. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Merci.